La guerre a brisé la Russie et Vladimir Poutine a perdu le contrôle du ciel au-dessus de Moscou. Le chaos n'a pas commencé avec un missile, mais avec un groupe russe désespéré. Hier, Vladimir Poutine a présenté un missile de croisière qu'il dit imparable, espérant ainsi pousser les États-Unis à lever les sanctions. Mais la réponse ukrainienne a été instantanée. Quelques heures plus tard, l'Ukraine a mené une frappe si audacieuse que Vladimir Poutine a dû rapatrier toutes les défenses aériennes à Moscou, laissant le reste de la Russie exposé. Le geste désespéré du Kremlin a été instantanément exposé comme une humiliation. L'armée de l'air russe a fui la capitale pour éviter une perte de 7 milliards de dollars comme lors de l'opération Toile d'araignée, montrant qu'elle ne fait même pas confiance aux défenses aériennes russes. C'est ainsi que la tentative de Poutine de montrer sa force n'a fait que révéler sa faiblesse et prouver que la Russie est un tigre de papier paralysé par la peur. Tout a commencé avec cette annonce. Écoutez bien. Concernant l'exercice, je voudrais demander au chef d'état-major général de faire un rapport sur un autre événement. Vous en avez parlé brièvement, je parle du test du missile Bouriavesnik avec un moteur à propulsion nucléaire qui a une portée illimitée. Maintenant, Poutine affirme que ce missile est resté en l'air pendant 15 heures. Mais si c'était vraiment le cas, les États-Unis auraient très certainement détecté quelque chose. Ce missile utilise un moteur nucléaire qui émet à chaque utilisation du matériel nucléaire aisément détectable dans l'atmosphère. La deuxième chose que Vladimir Poutine n'a pas dite, c'est que la Russie avait déjà testé ce missile à 2 reprises. Et les essais ont duré respectivement 7 secondes et 15 secondes. C'est parce que lors des 2 derniers essais, le moteur n'a jamais vraiment démarré. Donc je doute que ça fonctionne. Juste une semaine après que les États-Unis ont annoncé des sanctions écrasantes. Le but de cette annonce n'était pas de montrer les avancées technologiques de la Russie, mais de répandre la peur aux États-Unis. Et on peut en fait le comprendre simplement en regardant le fait que le bras droit de Poutine se trouve en ce moment même aux États-Unis. Il dit à l'administration que la Russie possède ce soi-disant missile imparable. Écoutez par vous-même. Voici Kirill Dmitriev et il est ici aux États-Unis. Chine. Assurez-vous que le président Trump lève les sanctions. Nous avons aussi transmis à nos collègues américains l'information sur la réunion de ce matin entre le président Poutine et l'état-major général, où il a été informé que 5000 soldats ukrainiens sont encerclés près de Kupiansk et 5500 près de Krasnoï-Armaïsk, concernant le test réussi d'un nouveau missile à propulsion nucléaire, le Bouriavesnik. Il est très important que cette information soit directement transmise à la direction et aux personnes clés de l'administration du président des États-Unis. Oui, c'est ainsi qu'agit une superpuissance. Dès qu'ils testent quelque chose de nouveau, qui est révolutionnaire, ils envoient un émissaire dans un pays adverse pour leur annoncer la nouvelle et demander un allègement des sanctions. Tout cela montre vraiment au monde à quel point les Russes se soucient des sanctions et jusqu'où ils sont prêts à aller. Juste pour s'assurer que les États-Unis croient que la Russie est forte. Vous savez, tout le monde dit que les actions parlent plus fort que les mots. Eh bien, selon cela, peu importe combien Yudasha crie à quel point le pays est fort, les actions russes ne correspondent pas vraiment à ce qu'ils disent. Regardez simplement cette carte. Voici Poutine qui protège ses propres bunkers. La carte indique toutes les défenses aériennes entourant Moscou. On dirait que Poutine ne se soucie pas des autres villes ni des autres Russes. Je sais que certains d'entre vous pourraient le dire. Moscou, la plus grande ville de Russie, compte 13 millions d'habitants. En dehors de Moscou, 132 millions de Russes vivent dans le pays. Mais il semble que Poutine ne s'en préoccupe pas. Il prend toutes les défenses aériennes pour lui. Ces images expliquent pourquoi les raffineries russes qui sont visées presque tous les 2 jours. Poutine a tout simplement dépouillé le pays de toutes ses défenses aériennes, et il ne protège que Moscou. Mais malheureusement pour le petit Vladimir, ça ne fonctionne pas vraiment comme il l'espérait. La nuit dernière, l'Ukraine a lancé des drones pour tester la sécurité de Poutine. Et la réponse, c'est qu'il n'est pas très en sécurité. Parce que, regardez ceci. Ce sont des conscrits russes ou des policiers. Je ne sais pas exactement qui ils sont, mais ils se tiennent juste devant le Kremlin. Et ce mur derrière vous, vous voyez, c'est le mur du Kremlin, en gros. Ils ont une mitrailleuse sur un camion, prête pour les drones de Poutine. Je ne comprends pas pourquoi il agit ainsi.
Est-ce parce qu'il ne fait pas confiance à la défense aérienne russe? Ou est-ce parce qu'il est tout simplement tellement paranoïaque? Il souhaite plusieurs couches de sécurité? De toute façon, il avait raison, la défense aérienne russe n'est pas fiable. Un missile d'une défense aérienne russe aurait frappé un immeuble de grande hauteur au lieu d'un drone. Regardez, nous avons la vidéo. Ce n'est pas la meilleure, mais on peut voir quelque chose. Alors que les défenses aériennes russes échouaient, les drones ukrainiens ont touché leur cible. Pendant que les défenses aériennes russes manquèrent leur cible, les drones ukrainiens ont frappé exactement ce qu'ils voulaient. Le dépôt de carburant Sarpouka en Russie est en feu après une frappe ukrainienne. Ce dépôt de carburant se trouve juste à l'extérieur de Moscou. Et juste avant la frappe, une alerte a été envoyée à tous les Russes concernant la présence de drones dans la région. Maintenant, bien sûr, selon le maire de la région, la Russie a abattu tous les drones et les dégâts que vous voyez sont dus aux débris du drone. Maintenant, comme vous le dites dans les commentaires ci-dessous, imaginez combien de dégâts un drone ukrainien pourrait faire si les seuls débris ont déjà détruit près de 40% des raffineries russes. Si vous le voyez de cette façon, cela explique en quelque sorte pourquoi Poutine a si peur. Et apparemment, il n'y a pas que Poutine qui a peur. L'armée de l'air russe s'est très vite enfuie de Moscou pendant cette attaque. Dès que la Russie a appris que les drones ukrainiens se dirigeaient vers Moscou, tous les aéroports ont été temporairement fermés. De plus, l'armée de l'air russe a évacué ses Sukhoi 34, Sukhoi 35 Mikoyan Gourevitch, 29 Tupolev, 160 et Tupolev 95, modernisés stratégiques. En gros, la base aérienne était vide parce que quelques drones arrivaient. Je suppose que l'armée de l'air ne voulait pas revivre une autre opération toile d'araignée, où ils ont perdu 7 milliards de dollars en avion rien qu'en une matinée. Donc, au lieu de protéger la capitale, ils sont simplement partis. Maintenant, je comprends que la Russie n'allait pas utiliser ses missiles RR sur ses avions pour abattre des drones. Les missiles coûtent des millions, les drones seulement des milliers, voire quelques centaines de milliers. Ce ne serait pas judicieux économiquement. Soyons honnêtes, la Russie cherche actuellement à économiser chaque dollar possible. C'est justement pour cela qu'ils ont quitté la capitale en danger. Cela me rappelle une question posée à Poutine en décembre 2024. La question concernait la manière dont Poutine a envahi pour protéger les Russes. Mais maintenant, il semble que les Russes de leur part ne soient même plus en sécurité à Moscou à cause de l'invasion qu'il a déclenchée. Voici sa réponse. La déclaration du partenariat économique, communautaire et social, et il est question de la nécessité d'une approche globale et régionale. J'ai lu la déclaration finale du sommet des Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Et la devise de la présidence russe des Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud inclut ces idées d'équité et de sécurité. Mais quel rapport cela a-t-il avec vos actions au cours des 2 dernières années et demie? Avec l'invasion russe de l'Ukraine, où sont l'équité, la stabilité et la sécurité ici? Y compris la sécurité de la Russie? Avant l'opération militaire spéciale, il n'y avait ni attaque de drones, ni bombardement de villes, ni troupes étrangères sur le sol russe. Rien de tout cela n'existait. Là-bas, dans les villes russes, ni de troupes étrangères occupant le territoire russe. Je commencerai par la sécurité de la Russie, car c'est pour moi l'essentiel. Permettez-moi de commencer par la sécurité de la Russie, car pour moi, c'est la priorité. Vous avez évoqué les attaques de drones. Oui, cela n'arrivait pas auparavant. Mais la situation était bien pire. La situation était comme ceci. Proposition d'établir des contacts et des relations. En réponse à nos propositions constantes et persistantes de développer des contacts et des relations avec les pays du monde occidental. Ils ont toujours voulu nous remettre à notre place, je vous l'assure. Mais En apparence, tout était très amical. En fait, ils tentaient sans cesse de nous remettre à notre place. Dès lors, la Russie aurait été reléguée au rang d'État de seconde zone, ne servant qu'à fournir des matières premières. Cela aurait largement entraîné la perte de souveraineté de notre pays. la perte partielle ou importante de la souveraineté du pays.
Et la Russie, dans cet état, non seulement ne peut pas se développer, mais elle ne peut même pas exister. La Russie ne peut pas exister si elle perd sa souveraineté. Dans cet état, la Russie ne peut ni se développer ni exister. La Russie ne survivra pas sans sa souveraineté. C'est le point clé. Et sortir la Russie de cette situation, renforcer notre souveraineté et notre indépendance dans l'économie, les finances, les affaires militaires, augmente notre sécurité et crée les conditions pour un développement confiant à l'avenir. En tant qu'État indépendant, pleinement développé et autosuffisant, avec les partenaires que nous avons au sein des Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud qui respectent l'indépendance de la Russie, respectent nos traditions et que nous traitons de la même manière. Pour ce qui est de la question de la sécurité en général, j'ai déjà parlé de la sécurité de la Russie. Je comprends ce que vous dites. Mais d'un point de vue sécurité, est-il juste que nos partenaires aient ignoré nos demandes répétées de ne pas élargir l'OTAN à l'Est pendant des années? Est-il juste de nous mentir en promettant qu'il n'y aura pas d'élargissement, puis de le faire malgré vos engagements? Est-il juste de venir jusqu'à nos frontières, par exemple en Ukraine, et de commencer à construire, non pas à préparer, mais déjà à construire des bases militaires? Est-ce juste? Est-il juste de faire un coup d'État? C'est ce que j'ai dit en répondant à votre collègue. Sans aucun respect pour le droit international, tous les principes du droit international et la Charte des Nations Unies. Financer un coup d'État dans un autre pays, en l'occurrence l'Ukraine, et pousser la situation vers une phase de conflit ouvert. Est-ce juste en termes de sécurité mondiale? Est-il juste de violer vos obligations envers l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe? Quand tous les pays occidentaux ont signé un document affirmant qu'on ne peut garantir la sécurité d'un pays au détriment d'un autre. Des obligations. Dans le cadre de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, lorsque tous les pays occidentaux ont signé un document selon lequel Nous avons dit, ne faites pas ça. Est-ce que c'est juste? Il n'y a rien de juste ici, et nous voulons changer la situation, et nous le ferons. Est-ce juste? Il n'y a aucune justice ici. Nous voulons changer cela, et nous réussirons. Maintenant, je sens que je dois absolument faire une vidéo dédiée sur tout ce sujet. Mais comme vous venez de l'entendre, selon Poutine, il s'agit toujours de l'expansion de l'OTAN. Il ne se demande jamais pourquoi tous les voisins de la Russie veulent s'éloigner de la Russie et rejoindre l'OTAN. Peut-être que la Russie est le problème. Et en plus de cela, l'OTAN n'a jamais réellement promis à l'Union soviétique qu'elle n'accepterait aucun pays d'Europe de l'Est. Nous le savons grâce au président soviétique Gorbatchev lui-même, qui l'a confirmé. Voici cet extrait vidéo où Gorbatchev dit qu'il n'y a jamais eu un tel accord. Écoutez bien. L'élargissement de l'OTAN vers l'Est. Aujourd'hui, on me demande pourquoi il n'a pas été fixé que l'OTAN ne devait pas s'étendre vers l'Est. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait? À ce sujet, Il faut suivre. à l'époque, il y avait l'OTAN et le pacte de Varsovie. Mais comment devrions-nous y remédier? La question ne s'est pas posée à ce moment-là. Est-ce un mythe que l'Occident vous a trompé concernant l'élargissement de l'OTAN vers l'Est? Oui, c'est en fait un mythe. Là, la presse, la chère presse, a sa main dans le jeu. C'est l'astuce russe. Il pense qu'à force de répéter un mensonge, tout le monde finit par y croire. Et c'est exactement pour ça que nous avons cette chaîne. Pour apporter un peu de bon sens dans un monde où les mensonges se répandent si facilement sur les réseaux sociaux. Donc, si vous appréciez ces mises à jour, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous, et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.